Bonjour, monsieur Eric Kiam, bienvenue. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir partagé. Première question, Talibé Barry. Alors, le CNT vient de boucler le débat d'orientation constitutionnelle qui a vu défiler beaucoup de composantes de la société guinéenne à la tribune de cet organe de la transition. Et c'était quoi l'objectif visé par le CNT en instituant un tel exercice? Ouais. Je commence par rectifier que le débat d'orientation constitutionnelle n'est pas bouclé. Non, C'est la première partie d'accord. de ce débat qui est terminée. Très bien. La deuxième partie va se passer au sein du CNT lui-même. Exclusivement membres Entre membres du Conseil national de la Pour faire un travail de transition, synthèse. Pour faire non seulement un travail de synthèse, mais essayer de faire une première formulation des propositions qui ont été faites. Et ensuite, le débat continuera puisque il faudra resoumettre la synthèse du CNT et disons un draft zéro qui permettra de discuter. Donc, ce débat continue. C'est un débat ouvert puisque, comme vous le savez, nous avons aussi un site où nous continuons à recevoir les propositions, les préoccupations, les aspirations des uns et des autres. Pour reformuler la question de Talibé Barry, quelle était, si vous voulez, la nécessité pour le CNT d'organiser ce débat d'orientation constitutionnelle, alors que préalablement, vous êtes allé, vous, commissaire conseil national, vous avez pris d'assaut tout le pays à un moment donné, au début de l'année, pour aller consulter, organiser des consultations de nos populations, avec nos populations plutôt. Si vous contemplez l'histoire politique et juridique de notre pays, vous constaterez que nous avons vécu très longtemps dans ce que j'appelle une démocratie conflictuelle. Dans la mesure où les différents acteurs, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient politiques, prenaient plutôt l'État en otage que de permettre à l'État d'accomplir ses devoirs régaliens vis-à-vis des populations. Chacun voulait imposer son dictat à l'État et il s'est trouvé que nous sommes tombés dans ce qu'on peut appeler la déliquescence de l'État. Pour corriger cela, que faut-il? C'est de trouver les moyens de rétablir une démocratie pacifique qui permet de vivre ensemble. Mais une démocratie participative. Participative qui permet de vivre ensemble. Mais pour le faire, faut-il d'abord interroger les populations sur leur expérience des pouvoirs passés. Qu'est-ce qui a marché selon eux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont pour eux les causes des blocages et même des conflits que nous avons connus? Après donc les avoir écoutés en février 2022, 2022, ouais. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une nécessité de remettre en place l'unité nationale qui est rompue par des frustrations, par des blessures, par des fractures. Et nous nous sommes rendus compte dans les discussions qu'il y a des acteurs très importants qu'il fallait mettre en avant. Ce sont les leaders de toutes les religions. Parce que eux s'adressent tous les jours, toutes les semaines à leurs fidèles. Ils sont donc un moyen sérieux de communication pour permettre de rétablir. Parce que, comme vous le savez, l'idée qu'un musulman n'épouse pas une chrétienne, un chrétien n'épouse pas une musulmane, et à l'intérieur de chacune des religions, vous avez aussi de petites sous-divisions qui créent des problèmes. On a pensé qu'il fallait inviter ceux-là d'abord à moduler leur message et à faire en sorte que la laïcité et l'unité du pays soient la règle qui va gouverner
nos relations. Bien, ce que nous allons faire, M. Ricam, voilà, qui revient sur le processus global qui a été celui engagé par le CNT jusqu'à maintenant. On va prolonger le débat tout à l'heure avec lui, mais pour l'heure, nous marquons la pause pour nos obligations commerciales et un nouveau point info à 10h avec la rédax. On revient pour 1h02 de débat de profondeur avec notre invité précis, M. Ricam, président de la commission constitution lois organiques au CNT. De cet entretien, de cette interview avec M. Eric Kam, président de la commission constitution, lois organiques, organisation publique et organisation judiciaire du CNT, ici et maintenant, avec donc notre invité. M. Kam, avant la pause, vous décriviez, vous reveniez sur le processus qui a été mis en place par le CNT jusqu'à ce débat d'orientation constitutionnelle pour consulter et recueillir les avis de nos compatriotes. Vous attardez sur le cas des religieux. Parce qu'on a vu qu'il y a eu un forum interreligieux. Est-ce que c'était dans le sens justement de préparer les esprits de nos religieux? C'était bien dans la préparation de ce qui nous a conduit au débat d'orientation constitutionnelle. Nous avons pensé qu'il fallait essayer d'harmoniser un peu un message de réconciliation. Ouais. Mais il fallait amener d'abord les religieux à discuter entre eux. Parce que entre les différentes religions, il y avait quand même des divergences sur certaines questions. Mais quand on leur a fait comprendre qu'il était nécessaire qu'ils se mettent d'accord sur la manière d'aider à réconcilier, ils se sont ouverts les uns aux autres et sont arrivés à un consensus sur le message d'unité nationale qui doit se passer. Lorsque nous avons donc reçu leur rapport, nous nous sommes rendus compte que, en fait, la fracture sociale était très profonde. Ouais. Et les propositions qu'ils ont faites méritaient d'aller plus en profondeur. Nous avons donc écrit au gouvernement pour essayer d'organiser une rencontre, quel que soit le nom, pour que ces questions, ces frustrations, ces blessures puissent être discutées. C'est ainsi qu'on a mis en place ces différents forats de réconciliation nationale qu'on a appelé assises nationales et autres. Le rapport de ces rencontres aussi nous ont permis de nous rendre compte qu'il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte. Surtout dans la gestion de l'État ou la forme de l'État. Il y en a qui parlaient de présidentialisme, de parlementarisme, de semi-parlementarisme, sans savoir ce que contiennent ces concepts. Nous nous sommes rendus compte donc qu'il faut organiser un symposium sur le constitutionnalisme. Très bien. Pour que l'on sache de quoi l'on parle. Quand on veut faire une constitution, on doit savoir de quoi l'on parle. Qu'est-ce qu'il faut? Y compris au bénéfice des membres du CNT eux-mêmes. Mais bien sûr, ou davantage d'ailleurs. Puisque c'est nous qui étions les auditeurs de ceux qu'on a invités pour venir débattre de ces questions. Les spécialistes du droit constitutionnel qui devraient venir débattre de ces questions. Parce que c'est nous qui sommes chargés de rédiger la Constitution. Nous n'avons pas les mêmes formations, nous n'avons pas les mêmes profils, nous n'avons pas les mêmes expériences. Il faut que nous soyons mis au même niveau d'information sur ces questions afin d'éviter que les discussions s'enlisent parce que l'on ne sait pas de quoi l'on parle. On est arrivé à la conclusion, qu'une constitution, c'est un ensemble de réponses à des questions, à des préoccupations, à des aspirations et à de l'espoir. Bien. Quelles que soient les règles que l'on formule, il faut répondre à cela. Donc, il n'y a pas en fait de constitution standard. Il n'y a pas de prêt-à-porter en matière constitutionnelle. Ouais. Chaque pays doit tenir compte de ses spécificités, de son originale personnalité pour s'imposer les règles qui doivent être les siennes. Et je crois que ce symposium aussi nous a amené à comprendre qu'il y a obligation d'écouter plus en profondeur ceux qui
dirige une autre opinion, surtout les opinions politiques et les opinions, disons, socio-économiques. Ouais. C'est ce qui a donc provoqué ce débat d'orientation constitutionnelle. Cette ouverture du débat d'orientation à toutes les composantes de la nation. Nous les avons écoutés. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de synthèse des différentes propositions qui sont faites, tantôt sur la forme de l'État, tantôt sur le nombre d'institutions, tantôt sur le paysage politique et le système partisan. Nous sommes en train aujourd'hui de faire la synthèse des propositions qui ont été faites pour que nous puissions aller à la phase qui va déclencher l'écriture de la Constitution. De l'avant-projet. Bien. Vous, en tant qu'homme de droit, mais ancien membre du CNT, la transition de 2010, quel bénéfice est-ce que vous vous dites finalement que la façon dont la Constitution de 2010 a été élaborée, bien que cette Constitution soit saluée comme étant une avancée par rapport aux constitutions précédentes, est-ce que vous vous êtes dit que finalement vous vous êtes loupé en 2010? Non, on ne s'est pas loupé en 2010. Disons que le CNT de 2010 était sous une forte pression. La première chose que les composantes de la nation à l'époque avaient imposé au CNT de 2010, c'était installé en février 2010, c'était de produire une constitution qui permettrait d'aller aux élections le 10 juin. Donc le temps imparti était très court. Imparti était très court. Il fallait coûte que coûte arriver à une constitution de 2010. Donc nous ne pouvions pas mettre en place les procédures d'aujourd'hui. Et le résultat, c'est que l'élément principal de la contestation, c'est de dire que cette constitution n'a pas été adoptée par référendum. Par voie référendaire. Or, il n'y a pas que la seule voie référendaire pour l'adoption d'une constitution. Malheureusement, on a mis dans la tête des populations que l'absence de référendum, c'est-à-dire de recours à la décision, à la vox populi, vox dei, n'a pas été faite. Donc, cette constitution, certains sont allés jusqu'à dire que ce n'est qu'un chiffon. Bon, mais heureusement. Mais on sait bien que c'est quand même la voie la plus indiquée pour faire passer quand même une constitution qui, vous l'avez rappelé, est un creuset des espoirs, des aspirations, des interrogations, des questionnements de toutes les composantes d'une nation. Il y a un principe largement partagé dans la majorité des constitutions, c'est que le peuple exerce sa souveraineté soit par référendum, soit par ses représentants. Donc, si on peut adopter la Constitution, donc soit par référendum, soit par la représentation du peuple. Mais tout était bien pour critiquer, mais en fait, on se rend compte que l'objectif était de faire en sorte que l'on accepte la modification de cette Constitution quand le moment viendrait pour obtenir ce que l'on veut. Et vous imaginez donc que c'est ce qui s'est passé en 2020. Bien. On va continuer cette interview avec vous, Lincoln. Tout à l'heure, Talib l'a rappelé, beaucoup de conseillers nationaux 2010 sont encore au CNT en 2021-2023. Alors, beaucoup estiment également que la Constitution de 2010 était la meilleure. Est-ce qu'il ne suffisait pas juste de toiletter cette Constitution pour gagner en temps afin de faire le travail qu'il faut pour une bonne Constitution en Guinée? Bon, d'abord, je vais corriger une chose. Les anciens membres du CNT, nous ne sommes que 4 à l'intérieur du CNT. C'est déjà beaucoup. 2 déjà, c'est beaucoup. Voilà. Du nouveau... Cham, le président dans sa... À partir de 2, c'est plusieurs, monsieur Cham. Vous êtes nombreux. Très bien. La question, c'est quoi? Beaucoup estiment que cette constitution était meilleure. Qu'il suffisait tout simplement de toiletter la constitution de 2010. Voilà. Il faut éviter de choquer les gens. On a mis dans leur tête que cette constitution n'était pas bonne. On a mis dans leur tête qu'on ne les a pas consultés. Qu'elle a été imposée. Que ce soit un toilettage ou quoi, maintenant on doit les écouter.
est-ce que c'est une refonte totale qui va se faire à partir des propositions qui se feront? Nous n'avons pas décidé encore. Le CNT n'a pas pris de décision pour dire que son action va se limiter à un toilettage ou à une remise en cause fondamentale. Nous avons écouté. Mais on parle de nouvelle constitution. Nous avons écouté. Écoutez, dès que vous touchez à une constitution, Elle devient nouvelle. C'est qui en ressort. alors que la première a été suspendue, vous venez à une nouvelle constitution. Forcément. Vous comprenez? Donc, si nous sommes d'accord sur ce principe, nous, pour le moment, nous n'avons pas décidé quel est le texte de base qui va nous servir à faire ce qu'on nous a demandé de faire. Ce que nous faisons, c'est d'écouter les populations pour savoir... De recueillir les propositions. Et je voudrais ajouter qu'à l'audition, nous avons entendu une majorité s'exprimer en faveur de la Constitution de 2010. Bien. Mais est-ce que nous allons pour autant, dans le travail que nous allons faire, dire que nous allons exclure les autres constitutions? La Constitution de 1958 a ses mérites, la Constitution de 2022 a ses mérites. Vous comprenez? 2020, pardon, a ses mérites. Vous comprenez? Mais la majorité s'est exprimée pour la Constitution de 2020. Pour que ce 2010. soit Mais de 2010, pardon. que ce soit le document de base, en quelque sorte. Nous n'avons pas encore décidé que c'est le document de base. Nous avons décidé de faire toutes les synthèses. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité, pour faire une constitution, on répond à des questions, on se soucie de préoccupations et on collecte l'aspiration des populations. C'est ce qui va vous amener à une refonte complète ou à une refonte, ou À comme minima, il l'a à dit, minima. comme il l'a dit, à un toilettage. à un toilettage. Bien. Mais nous n'avons pas décidé encore de la voie que nous allons faire en attendant d'avoir fini avec la synthèse de toutes les propositions qui nous sont faites. Bien. Déjà, il y a une autre inquiétude. Oui, allez-y. Il y a une autre inquiétude. Beaucoup estiment que la configuration actuelle du CNT est favorable à la junte au pouvoir en Guinée. Et beaucoup Que répondez-vous? Oui, beaucoup redoutent que les conseillers nationaux que vous êtes soient beaucoup plus penchés sur les aspirations du CNRD, par exemple dans le cas de la limitation du nombre de partis politiques, ainsi de suite. Ou la limitation de Écoutez, de l'âge des De candidats. l'âge également. Écoutez, c'est bon d'aventurer toutes sortes d'arguments et d'allégations. Je parle maintenant en tant que citoyen guinéen, Ouais. auquel on a confié une responsabilité. Moi, je me réfère à la thèse du général Patton, général américain, qui dit que la seule façon de construire une nation, c'est l'audace. Ouais. Et moi, je fais partie de ceux qui ont épousé ce principe d'audace. Bien. Je ne me laisserai pas imposer. Et il y a plusieurs au sein du CNT qui refusent de se laisser imposer quoi que ce soit. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on nous a réunis, on nous a fait prêter serment. J'ai suffisamment de convictions religieuses pour refuser de violer le serment que j'ai prêté. Ouais. Donc, ce qui Et se fait... je suis certain, à partir des discussions que j'ai eues avec mes collègues, que ce qui va prévaloir, c'est un, la fidélité au serment que nous avons prêté, et deux, c'est l'audace que nous allons avoir pour notre pays. Parce que si nous ne sommes pas courageux maintenant pour notre pays, nous allons recréer ce qui s'est passé. Bien. Or, il ne faut pas un retour. D'autre part, je rappelle que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas entendu les membres du CNRD dire qu'ils veulent se présenter à quoi que ce soit. Donc, nous pensons que nous avons encore une garantie, que nous ne travaillons pour personne. Bien. Nous refusons de travailler pour qui que ce soit, surtout que nous avons la garantie que ceux qui nous ont réunis, eux-mêmes ont prêté serment pour dire qu'ils ne se présentent à aucune élection. Alors, sur cette question, si tu permets, Manu, ça va, c'est une préoccupation partagée par nos compatriotes. Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Kam, une fois la nouvelle constitution élaborée, adoptée par voie référendaire et même promulguée par le chef de l'État? Est-ce que ça voudra dire en ce moment que la charte de la transition va tomber à l'eau et que les dispositions qui étaient prévues en son sein ne prévaudraient plus? Mais la charte
porte son nom, charte de la transition. Dès que la transition finit, la charte ne peut pas exister puisqu'il y a une constitution. Non, j'ai dit à partir de l'adoption d'une nouvelle constitution. Puisqu'elle pourra se faire. Elle va se faire avant la fin de la transition. Et elle va comporter de nouvelles dispositions qui vont en ce moment éliminer celles qui ont prévalu dans la charte de la transition, notamment sur la question de la non-candidature de tous ceux qui animent en ce moment les organes de la transition. Est-ce que, une fois adoptée et promulguée, la nouvelle constitution pourrait permettre à ceux qui nous dirigent aujourd'hui d'être candidats aux élections qui sanctionneront cette transition? Question très très claire. La promulgation comporte deux choses. Premièrement, l'attestation par le chef de l'État de la régularité de la procédure par laquelle cette constitution a été élaborée. La deuxième, c'est son entrée en vigueur. Si donc la promulgation est faite, c'est qu'à partir de là, la nouvelle constitution est entrée en vigueur. Bien. Ce qui signifie que tout ce qui lui est antérieur est abrogé. C'est elle qui va fonctionner. Qui va s'imposer. Qui va s'imposer. Donc, c'est le cas aujourd'hui au Mali. À partir du 18 juin, il y aura donc un nouveau texte fondamental et à l'intérieur duquel il est annoncé que tous les Maliens peuvent se présenter à toutes les élections. Ça veut dire que Assimi Goïta peut être candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est très très important d'insister là-dessus pour la gouverne de nos compatriotes. Est-ce que, une fois adoptée et promulguée, la nouvelle constitution, des dirigeants d'aujourd'hui peuvent, au nom de la nouvelle constitution, être candidats aux futures élections? Là, ce que vous me demandez, juridiquement. Ce que vous me demandez là, tant que ce n'est pas dans la constitution, ça ne peut pas se faire. Il faut que ce soit dans la constitution. Est-ce que ça sera dans la constitution? Quoi? Même si ce n'est pas dans la constitution, mais si la constitution abroge la charte. Si elle abroge la charte, les engagements pris qui ont permis la rédaction de la Constitution demeurent. Les engagements pris demeurent. La parole donnée. Pacta sunt servanda. La parole de l'homme le lit comme la corde lit le bœuf. Est-ce que justement, Monsieur Cham, la question elle est importante. Est-ce que justement, sachant que la parole donnée, en tout cas, elle n'a pas longue vie en Guinée de la part de dirigeants antérieurs, est-ce qu'il ne serait pas important dans ce cas que dans cette nouvelle constitution, qu'il y ait une disposition disant que toute personne ayant appartenu à une autorité de transition ne saurait être candidat à une élection dans un pays? En tout cas, une disposition qui fasse comprendre aux acteurs dirigeants que bien qu'il y ait une nouvelle constitution à la place de la charte de la transition, aucune idée de candidature n'est possible. Voudriez-vous formuler ça comme proposition et nous l'envoyer? Nous allons débattre comme les autres propositions. Très bien. On continue avec vous, Manu. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur un point que Lincoln a abordé tout à l'heure. C'est celui lié notamment à certaines tendances qui se dégagent. J'ai bien envie de comprendre, puisque vous avez eu le privilège évidemment d'écouter toutes les propositions qui ont été faites au CNT ces derniers jours. Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances pour ce qui concerne notamment la question liée au nombre de partis politiques, mais aussi la question liée au type de régime? Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, mais est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée, même si c'est caricatural, des tendances qui se dégagent à ces deux points? Lorsque vous prenez le système partisan, la seule tendance constante dont je peux parler aujourd'hui, c'est le fait que l'on trouve qu'il y a trop de partis en République de Guinée. Et que c'est source d'un ensemble de difficultés de gestion de l'État. Et qu'il faut réduire le nombre de partis au minimum. Ça, c'est dit. Maintenant, quant au nombre de CNT, à partir des propositions qui auront été faites, décidera de ce qu'il appartiendra. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on va dire 3 partis, 2 partis, 5 partis, non. Mais l'autre tendance majoritaire, c'est qu'il faut un multipartisme intégral, mais encadré. Encadré. Dans d'autres pays, ils ont maintenu le multipartisme intégral, mais en disant que pour qu'un parti se déclare parti, voici les conditions et les critères. Ceux qui remplissent ces conditions et ces critères sont partis.
ceux qui ne les remplissent pas sont obligés de tirer les conséquences de l'exigence de la loi. Maintenant, quels vont être ces critères, quelles vont être ces conditions? Nous allons voir les propositions qui sont faites et nous allons prendre celle qui nous paraît la meilleure que nous allons proposer. Si elle est adoptée, nous allons la formuler. Parce que comme je vous l'ai dit, nous faisons une synthèse. Cette synthèse sera portée à la connaissance de ceux qui sont venus débattre avec nous. Et alors, nous pourrons commencer à partir de l'approbation ou du rejet, formuler ce que nous avons dans le langage législatif. Bien. Et la nature du régime présidentiel. Du régime. Écoutez, tant qu'on n'a pas fini d'écrire une constitution, on n'a pas encore le régime. C'est quand on a fini de... Oui, mais Je quelles parle sont en fait les des tendances? La tendance- Les Guinéens qui, ont La été, tendance, qui sont c'est passés qu'on à la veut- tribune du CNT Écoutez, se sont exprimés en faveur de quel type de régime? Plus largement. C'est une république qui doit être présidée. Maintenant, il y a différentes options. C'est un président avec un vice-président, un président sans premier ministre, un président avec un vice-président et Un premier ministre. un premier ministre, un président et un premier ministre. Nous ne savons pas quelle est la tendance majoritaire aujourd'hui, puisque, comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire la synthèse. Nous verrons. Amenuiser les pouvoirs du président. Bon, amenuiser les pouvoirs du président à encadrer. Encadrons les pouvoirs de notre président, ne les amenuisons pas. Parce qu'il faut savoir que c'est un président crédible qui peut négocier sur la chaîne internationale. Si nous l'affaiblissons tel qu'on ne peut pas lui faire confiance, nous posons un problème de fonctionnement de notre État. C'est un pouvoir encadré. Ouais, mais on peut. Avec, mais en on peut pas quand même, évitant- je n'ai pas fini. Oui, allez-y. En évitant les causes d'abus de pouvoir que nous avons connues. Un président de la République est d'abord une institution. Et comme institution, elle n'est pas la seule. Nous avons épousé tout le monde est d'accord sur le principe de la séparation des pouvoirs. Cela veut dire deux choses. Un, les pouvoirs sont indépendants les uns des autres et il faut que chaque pouvoir puisse contrebalancer l'autre. Et ce pouvoir de contrebalancement des autres pouvoirs est la garantie que la collaboration se fera sans qu'aucune institution ne s'attribue des pouvoirs que la Constitution ne lui a pas conférés. Je ne vais pas dire tout ce qu'on va enlever. Il y en a qui ont proposé qu'il faut que, par exemple, sur le champ des nominations, que le président de la République ait un domaine réservé, que l'autre domaine soit donné au Premier ministre et au gouvernement. Ouais. Il y a d'autres qui veulent que des nominations se fassent avec l'approbation du Parlement. Ouais. Il y a beaucoup de propositions. On va voir. À partir... Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que les nominations soient d'abord soumises à l'appréciation des députés? Je suis président d'une commission, je ne peux pas Bien. donner mon Très avis bien. sur cette question. Je ne veux pas me mettre en minorité dans les discussions qui vont suivre. Voilà qui est dit. Oui, la suite avec vos cabinets. Oui, moi, j'ai envie de savoir, en termes de timing, de programmation, l'avant-projet de la Constitution peut être disponible quand exactement? Je n'ai pas la maîtrise des débats, mais dans notre programme, nous voulons que d'ici la fin du mois de juillet, nous ayons quelque chose qu'on peut présenter. Comme avant. Mais comme vous le savez, les débats peuvent être plus longs que ce qu'un chronogramme a prévu. Bien. Oui. Allez-y, Mamadou. Non, vas-y. Non, je voulais dire poser la question. comment est-ce que, justement, cet avant-projet va être, en tout cas, géré? Est-ce que vous le soumettrez à des structures de l'État pour que ces structures donnent leur avis? Par exemple, est-ce que le gouvernement va avoir une lecture de cet avant-projet? Est-ce que, par exemple, la Cour suprême va avoir une lecture de cet avant-projet avant justement que cela serve finalement de projet de constitution? Si l'on veut qu'un projet de constitution acquiert l'adhésion de tous, il faut la soumettre en amont à toutes les parties
pour qu'elle dise voilà ce sur quoi nous sommes d'accord, voilà ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et ainsi, on formulera la majorité des idées qui auront été émises. Je répète encore, c'est un ensemble de réponses à des préoccupations. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, par exemple, que le gouvernement ou la présidence censure un passage qui ne lui plairait pas dans la mouture de l'avant-projet si on devait soumettre donc ce document aux structures de l'État? Ça, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter dans un débat démocratique. C'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Mais est-ce que cela veut dire que parce qu'une telle opinion a été émise, est-ce que cela veut dire qu'elle est acceptée? Non. Elle fera l'objet d'un débat. La charte de la transition a dit que c'est le CNT qui a la charge de proposer le texte de projet, mais il appartient au gouvernement de le mettre en référendum. Et c'est pour cette raison que, concomitamment au texte de la Constitution, nous travaillons sur la loi référendaire, et nous allons travailler et sur la loi référendaire, et sur le cadre électoral, et sur la charte des partis. En même temps, pour que, au moment d'adopter la Constitution, les éléments permettant de réaliser le référendum soient là, parce qu'il n'y a pas de référendum sans règles. Il n'y a pas de référendum sans système de votation. Il n'y a pas de référendum sans indication de ceux qui doivent participer à ces élections. Donc, la rédaction de la Constitution elle-même va avec la rédaction de lois organiques qui permettent son application dès lors qu'elle est mise en vigueur. Bien. La suite de cette interview avec M. Mohamed Ali Cham, président de la commission Constitution et lois organiques, administration publique et organisation judiciaire du CNT, avec vos cabinets. Oui, une petite question. Est-ce que c'est ce que vous appelez le débat institutionnel? C'est-à-dire que le projet de constitution va être soumis aux institutions comme la HAC, le gouvernement ou d'autres instances? Est-ce que ceci est prévu ou pas? Bon, c'est pas forcément soumis, mais sur chaque question qui intéresse une composante de la nation, elle sera invitée pour discuter avec le CNT. C'est pour cela que je vous ai dit que ce qui s'est passé là est une ouverture du débat, mais le débat n'est pas fermé. Il ne peut pas être fermé jusqu'à ce que nous ayons une mouture qui permette une rédaction plus précise. Bien. Allez-y, Mamadouri. Je voudrais commencer par insister sur ce fameux tableau comparatif entre la Guinée et d'autres pays en termes d'expérience constitutionnelle. Il m'a été donné d'apprendre que là où la Guinée sera à 5 constitutions, nouvelles constitutions ou 6, d'autres en sont aujourd'hui depuis 30 ans ou 35 ans, voire 40 ans à 2 seulement. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, puisque vous êtes un vieux routier du monde du droit et de la Constitution? Si cela est-ce que c'est forcément nécessaire de toujours aller à une nouvelle Constitution? Là, je suis dans le sillage de l'inquiétude de l'un qu'on dit tout à l'heure, d'aller à une nouvelle Constitution au lieu de tout simplement amender. Aux États-Unis, on parle des amendements que de nouvelles Constitutions. Ça, c'est ma question d'entrée. Vous savez, oui, une Constitution est régie par 2 principes fondamentaux. Le principe de l'intangibilité qui explique la vocation d'une constitution à la perpétuité et le principe de mutabilité qui permet que certaines dispositions de la constitution à un moment historique donné soient adaptées, contextualisées. Si ces 2 dynamiques n'existent pas dans une constitution, il va sans dire qu'elle risque d'être mourante. Ceci dit, le respect d'une règle, qu'elle soit constitutionnelle ou réglementaire ou légale ou morale, dépend de ceux qui l'appliquent et de ceux pour lesquels c'est fait. Vous avez vu, dès après l'élection présidentielle, on a commencé à critiquer la Constitution de 2010. Et par ceux qui sont chargés de respecter cette Constitution. Ce sont eux qui l'ont
destinée à la démolition. Résultat, il était facile de la démolir. Ouais. Pour se rendre compte après que cette démolition était inutile. S'il y a des dispositions à adapter, on les adapte. C'est une question, c'est pour cela que nous avons commencé à aller vers les populations pour recueillir leurs idées, mais aussi pour expliquer ce qu'il y aura à expliquer. La Constitution ne vaudra que par vous qui êtes autour de cette table, vous les journalistes, si vous décidez qu'il faut défendre cette Constitution, si vous décidez que la Constitution qui va être admise doit avoir vocation à la perpétuité, alors nous réussirons. Parce qu'il s'agit de formater, je dis bien formater, la mentalité de ceux qui sont dans les campagnes, dans les zones périurbaines, à leur faire comprendre que cette Constitution est bonne pour elles. C'est le travail de divulgation qui sera entamé, qui permettra, et je vais appeler ça l'éducation civique. Vous savez, notre problème, c'est qu'on a dit que c'est les partis politiques qui sont chargés de l'éducation civique. Mais ils n'ont pas lu le reste. On a dit l'éducation civique du citoyen. Mais qu'est-ce que les partis font? Ils préparent des militants. Or, si vous préparez des militants, vous détruisez le citoyen. Est-ce que nous allons tous nous mettre d'accord que nos partis politiques, qu'ils soient 50 ou 200, est-ce que ces partis politiques sont chargés de l'éducation civique du citoyen ou non? Et quelle est la première action par laquelle on peut apprécier un parti politique? C'est ça, l'éducation civique du citoyen doit être l'un des premiers critères à partir duquel on doit pouvoir apprécier l'utilité d'un parti politique. Là-dessus, j'ai aussi toujours rappelé ici que s'il y a une des fonctions parmi les trois, sauf si je m'abuse, que les partis politiques dans leur ensemble ne respectent pas, c'est justement leur fonction d'éducation civique et politique. Je suis en parfait accord avec vous. En dehors de la conquête du pouvoir et de la participation au débat public. Maintenant, vous m'avez justement dévancé là-dessus, le mot divulgation. Dans la méthodologie donc du CNT qui a commencé depuis la consultation des populations à l'intérieur, en passant par les assises nationales, est-ce qu'il est prévu à un moment donné, justement, une fois que vous avez la mouture de la Constitution, qu'il y ait une forte campagne de divulgation, mais médiatique, et de proximité, dans les langues comme en français, pour que justement les citoyens s'approprient de ce que vous avez mis dans les textes, et qu'in fine, vous avez aussi employé le mot Vox Populi Vox Dei, qu'in fine, à travers justement le référendum, que ces populations-là, puisqu'ils ont été imprégnés du contenu de la Constitution, que s'il y a des aspects pour lesquels ils ne sont pas d'accord, ils ne pourront sanctionner cela que par le vote, et qu'il arrive par exemple que le jour du vote, la majorité rejette cette mouture ou cette nouvelle constitution proposée. Qu'est-ce qui arrive en termes de procédure électorale ou je ne sais pas, en tant que constitutionnaliste? Mais si le référendum rejette le projet de constitution, on reprend la rédaction en fonction de ce rejet. Qu'est-ce qu'il y a? On analyse la cause du rejet et on se remet au travail. Parce qu'il faut, de toutes les façons, il faut une constitution. Forcément. Si elle est rejetée, ce qui pourrait arriver, si elle est rejetée, donc il s'agit de retravailler, de recueillir les causes du rejet, de les analyser et de les corriger. Mais il faut forcément une constitution. Je termine. Dans le processus, est-ce qu'à un moment donné, il y aura une sorte de campagne, je ne sais pas, de campagne, vulgarisation? Non, pas de vulgarisation, de campagne, par exemple des partis politiques ou des organisations de la société civile pour la mouture proposée. Genre, certains vont dire, la mouture qui nous est présentée, je prends un parti politique X qui disent à ses citoyens votez contre, parce que la campagne référendaire, que d'autres disent votez pour parce que. Mais il n'y a pas de référendum sans campagne référendaire. Oui, c'est important de nous rappeler cela. Oui, pour ce n'est pas possible, pour nos auditeurs. Ce n'est pas possible de dire qu'on organise un référendum sans dire aux populations sur quoi elles doivent voter. Vous savez, le problème de la Constitution de 2020, c'était cela. On a présenté un texte pour lequel on a voté et on a publié un texte pour lequel on n'a pas voté. Vous comprenez?
là, c'est une question de loyauté. C'est une question de loyauté, c'est une question de patriotisme. On ne peut pas. Bon, appelez ça comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais il y a une constitution sur laquelle on a voté parce que ça a fait l'objet d'un journal officiel qui a publié le texte. Et le journal officiel qui a publié le projet de texte le texte de ce journal officiel a été différent du projet du texte soumis à référendum. Du texte qui a été définitif, qui a été publié dans le journal officiel suivant. C'est une question de loyauté. C'est une question de loyauté. Et j'estime. Au peuple. Vis-à-vis du peuple, à la partie, à la nation. Ouais. Vous comprenez? Il faut que nous tous... à propos de la vulgarisation... À propos de la vulgarisation, ce n'est pas à un moment donné. La vulgarisation est un processus continu. Et ce processus continuera dans l'éducation civique, dans les écoles, dans les partis, dans les services. Ce que l'on oublie, c'est que la formation civique doit être contenue dans la formation initiale des professions et dans la formation continue. Malheureusement, c'est pas ce que nous faisons. Si bien que, s'il vous plaît, si bien que de très hauts fonctionnaires, ils ne peuvent pas défendre leurs propres droits en invoquant la Constitution. Parce qu'ils ne lisent pas. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas contraints à lire. Parce que ça ne fait pas partie des obligations qu'on leur a imposées comme devoir civique. Il faut maintenant qu'on change de méthode. Il faut qu'on fasse en sorte que la Constitution ne soit pas seulement connue, mais que le citoyen se l'approprie. Et cela doit commencer dès l'école primaire. Et à tous les stades de l'éducation, il faut que les curricula soient adaptés. J'insiste sur ce que vous avez dit tantôt. D'abord, je finis sur ma préoccupation de tout à l'heure. Ça veut dire que pendant la campagne référendaire, des partis politiques pourront donner des consignes de vote, des entités de la société civile pourront donner des consignes de vote à leur base. Et deuxièmement, vous avez parlé de constitution adaptée à nos réalités. Nous voyons que quand même, il y a chez nous, par exemple, un certain nombre d'écritures ou d'alphabets. Je prends le Nko, je prends l'alphabet Peul, n'est-ce pas? Il y a le Soussou aussi, n'est-ce pas? Et donc, il y a des adeptes qui se sont appropriés ces alphabets-là. Justement, pour la compréhension de la populace de cette constitution, est-ce qu'il est prévu quelque part que l'on traduise cette constitution en ces langues à travers leur alphabet, par exemple? Est-ce que c'est possible? Mais il y a beaucoup qui ont proposé la mise en valeur non seulement de nos langues, mais de nos propres alphabets. Mais tout cela n'a pas forcément la place dans la Constitution. Les lois organiques aussi et les lois ordinaires sont là pour régler ces préoccupations. Ces préoccupations. Vous comprenez? Mais il est impératif que pour notre originale personnalité, nous ayons notre propre alphabet et nos propres langues mises en valeur. Maintenant, il appartient aux spécialistes de ces questions, les linguistes et autres, de nous proposer de quelle manière nous allons procéder. Mais si vous me demandez à moi, je suis juriste, je ne suis pas linguiste, je ne sais pas comment on peut, je ne suis pas très sûr de posséder la maîtrise de la chose, mais ce que je vous dirais, c'est que moi, j'aurais commencé par exemple à dire que celui qui sait lire le Nko, qui sait le lire et qui sait l'utiliser pour différentes langues, parce que le système Nko est un système phonique. Universel. C'est un système phonique qui peut se lire en prononçant le français, en prononçant le Soussou, en prononçant l'arabe. Si je devais proposer quelque chose, ce serait par exemple d'organiser des concours, comme on le fait pour la récitation du Coran, des concours où on voit la même personne lisant l'alphabet Nko, prononcer le français, le Soussou, le malinké, le russe. Mais si nous ne mettons pas en valeur
ce patrimoine que nous avons, qui va le mettre en valeur à notre place? Mais cela ne se règle pas seulement que par la loi, ça se règle aussi par le fait que des spécialistes proposent aux législateurs les meilleurs moyens d'arriver à la valorisation de ce patrimoine. Bien. Est-ce que jusqu'au moment où je vous le dise, on vous a proposé... On n'a plus que 4 minutes. Est-ce qu'on vous l'a déjà proposé jusqu'aujourd'hui? Mais il y a eu des propositions. Oui. Il y a eu des propositions, il y a choses, comment on les appelle, l'institut académique qui est venu, qui en a parlé en long et en large, et qui a donné, qui a donné des informations très précieuses. Maintenant, est-ce que toutes ces informations-là doivent être dans la Constitution ou bien doivent être dans des lois, et quelles sont les natures de ces lois, organiques ou ordinaires? On verra. Bien. Plus que 4 minutes à passer ensemble en compagnie de notre invité, Talibé. Cette question, Wouri a posé une question intéressante. La campagne référendaire, elle impliquera les partis politiques et toutes les composantes de la société. Il y a que, par exemple, au débat d'orientation, on n'a pas vu d'importants partis politiques comme le RPG, l'UFDG, qui pourtant, en qui se reconnaissent des millions de Guinéens. Est-ce que vous avez la garantie que si ces partis continuent à boycotter, en tout cas le travail d'élaboration de la Constitution, est-ce que vous avez la garantie que cette Constitution sera suffisamment vulgarisée dans la phase de campagne référendaire? Est-ce que vous avez la garantie qu'elle sera acceptée, elle sera votée, ou qu'elle ne sera pas rejetée tout simplement? Deux choses. La première, c'est que nous avons toujours, nous CNT, nous avons adressé des invitations à ces partis qui ont des représentants au sein du CNT. Nous leur avons adressé des correspondances pour les inviter à participer au débat d'orientation constitutionnelle. Ils ne sont pas venus. Ils ne se sont pas fait représenter alors qu'ils peuvent envoyer un représentant. Au moins pour se faire entendre, pour dire si c'est comme ceci, nous ne sommes pas d'accord, si c'est comme cela, nous ne sommes pas d'accord. Ils ne l'ont pas fait. C'est maintenant, est-ce qu'eux, ils ont la garantie qu'ils ont une majorité qui va bloquer l'adoption de la Constitution? Ce que nous faisons, avec notre conviction, c'est de proposer une Constitution qui reflète la vie nationale, dans laquelle nous voulons qu'elle ressemble aux Guinéens, pas à l'Ivoirien. C'est ce que le président de la transition a dit, qui ressemble et qui rassemble. Et qui rassemble. C'est ce que nous souhaitons. Mais comment la future Constitution va rassembler les Guinéens alors qu'une frange importante est au bas-côté de ce processus? Vous savez, ce bas-côté aussi est composé d'individualités quand même, qui vont apprécier la qualité ou non de la Constitution qui doit régir ce pays. Il y a que, de part et d'autre, il y a un risque pour tout le monde. Il y a un risque pour eux que la qualité de la Constitution amène leurs partisans à ne pas... Qui sont d'abord et avant tout des citoyens. Qui sont d'abord avant tout des citoyens qui ont un intérêt à vivre dans un pays pacifique. Ils ont ce risque-là d'être désapprouvés par certains de leurs partisans. Tout comme la Constitution peut, en raison de ce que l'on croit être leur majorité, courir le risque d'être rejetée. Mais si la Constitution est rejetée, le résultat sera quoi? Nous serons encore dans une forme de transition. Est-ce que nous devons Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous allons perpétuer la transition ou bien est-ce que nous allons y mettre fin par un texte qui au moins propose des règles auxquelles on peut se soumettre? Voilà qui est dit. C'est sous ces mots que nous réformons plutôt portes et fenêtres de cette émission et de cette interview. Grand merci à vous, Monsieur Cham. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Bien. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci également à nos équipes, à la régie, à la transmission. Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Assila et tous les autres qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. Merci également à vous qui nous avez écoutés aux 4 coins du monde via nos canaux digitaux. Voilà, avec quelques perturbations ce matin. On espère que tout cela va rentrer dans l'ordre très très rapidement. Derrière nous, Guy Tindira avec Mohamed Ba et sa team. Restez sur FIB FM. Le programme continue. Demain, on sera encore ensemble pendant que Malouri sera la modération d'une conférence du côté de l'université de Sonfonia. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Portez-vous bien.